Bonjour à tous. Donc on va commencer la session de pitch et en même temps de jury. Donc welcome on board. You have already the translation if you want because il y a la traduction disponible. Je pense que certaines présentations se feront en anglais. Français-anglais pour ceux qui veulent. Donc je suis très heureux d'animer cette session pitch aujourd'hui. Donc nous avons un jury de qualité. Donc avec six personnes. Donc je vais simplement demander de vous lever au fur et à mesure. Donc Monsieur Ivan Chapman, donc le CEO de Boardman. Pierre Angot de Hectare, France. Clotilde Anez de businessangel.be, donc Business Angel. Pauline de Walk, ABN AMRO, from Netherlands. Yannick Van Kopenel de la Sopartec, Belgique. Et Priscilla Rosé-Pages de Agrila Studio. Donc ce seront les membres du jury. Donc la session pitch va se dérouler de la manière suivante. Les pitchers vont avoir 5 à 6 minutes pour présenter leur pitch. Et après, il y aura 3 à 4 questions ou 5 questions du jury, donc fonction de leur pitch. Et donc les différents pitchers, les différentes startups qui vont pitcher seront donc Laetitia Auspointour de Hello Wine, suivi de Simon, donc France, Simon Collier de Bioxol, Belgique, Chiara Goudi Bicost de Belgique, Franck Garnier de F-Green France, Frédéric Peyron de Cascade France et Alexandre Bocage, Veragro France. Donc on va commencer la session de suite. Donc je vais demander à Laetitia de venir et donc de présenter. Voilà. Je vais le faire en français. Si vous êtes amateur d'art de vivre, de convivialité et de la France, alors vous êtes certainement posé cette question. J'aimerais bien savoir parler du vin. Et puis si je pouvais le choisir, ça serait encore mieux. Mais alors pour ça, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Et puis si je pouvais faire ça avec des amis, ça serait encore mieux. Alors, excusez-moi. Et oui, pour 88% des Français, le vin est un produit de partage, de convivialité et symbole de la France. Mais pour 29% d'entre eux, acheter du vin, encore pire, en parler, c'est vraiment une activité qui les rend mal à l'aise, qui est plutôt désagréable. Bonjour, moi c'est Laetitia Auspointour, je suis œnologue, je viens de Bordeaux et je forme 4000 personnes par an à la découverte des vins. J'ai inventé un produit qui va révolutionner la distribution du vin autour de l'achat par l'expérience. J'ai déjà obtenu le concours Lépine l'an dernier en 2022 et ça se présente sous la forme d'une box. Alors j'ai été un petit peu prise au dépourvu, je ne l'ai pas sortie, elle est ici. Ça se présente sous la forme d'une box qui s'appelle Créa Wine et qui contient tout le matériel permettant de suivre un cours de dégustation en vidéo à plusieurs, puis à l'aide de pipettes que vous avez ici, vous allez fabriquer le vin qui vous correspond. Imaginez, alors à partir de votre assemblage, on va vous renvoyer une fiche vous indiquant quel est votre profil aromatique, quels sont les arômes qui vous correspondent. Imaginez pouvoir acheter un vin comme on choisit un parfum, car notre objectif, c'est de devenir le leader de la distribution du vin par l'expérience. Ici, vous avez un produit qui va révolutionner l'expérience de l'achat du vin. Alors comment ? D'abord, on achète une box ou on se la fait offrir. Souvenez-vous, les participants nous communiquent leur assemblage, en fait, la composition de leur vin. À partir de là, on a de la collecte de data. La collecte de data, on va l'exploiter. On va donc proposer aux participants
les vins qui correspondent aux arômes qui leur plaisent et également de prolonger cette expérience avec d'autres box, des blancs, des rosés ou d'autres régions viticoles. Et puis bien entendu, on s'adresse à qui? Aux amateurs d'art de vivre, convivialité et tout ce qui tourne autour du tourisme. Donc on va proposer des séjours, des événements, des ateliers, des cours de dégustation. On a déjà vendu 400 box. Sur les 400 box, on a 10% de taux de retour. On a 10% de personnes qui ont racheté des vins qu'on leur a conseillés ou acheté d'autres box pour prolonger l'expérience. On est présent dans une quinzaine de points de vente à Bordeaux et Paris, dans des cavistes, concept stores, travel retail, épicerie fine et bien entendu la vente en ligne. Alors je ne suis pas toute seule. Quand je vois cette image ici sur l'écran, je vous avoue, ça me fait chaud au cœur. J'ai quand même une équipe qui est derrière moi, toute cette énergie, toute cette compétence. Je vous l'avoue, si je suis là aujourd'hui, c'est bien grâce à eux. Seulement voilà, ils ne sont pas embauchés à plein temps. Ils ne sont pas intégrés à plein temps dans cette société. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Et c'est là que je jette ma bouteille à la mer. J'ai besoin de 500 000 € pour étoffer mon équipe commerciale, faire une distribution qui soit plus élargie. Moi, je suis œnologue, je ne suis pas data scientist, donc il me faut quelqu'un qui puisse collecter cette donnée et l'exploiter. Et enfin, un chef de produit qui permettra d'élargir la gamme vers notamment des champagnes ou bien d'autres régions viticoles. On a des belles choses déjà en cours. On a Nature et Découverte, on a les raffineurs, le site de cadeaux, alors je ne sais pas s'il existe en Belgique. On a aussi l'export qui se profile avec la Hollande et les États-Unis. Alors, ne passez pas à côté du produit qui va... Attendez, excusez-moi, parce que j'ai dû couper dans mes... Ne passez pas à côté du produit qui va révolutionner la distribution du vin. Parce qu'avec Crea Wine, on n'a pas du vin, on vit le vin. Alors je vous invite à venir vivre une expérience inoubliable à mes côtés et surtout, allons nous occuper de tous ces amateurs de vin qui n'attendent que nous. Merci. Les questions. Là, voilà, c'est très bien. I'm listening to the question. Je vais écouter vos questions si vous en avez. Il faut toujours quelqu'un qui commence, donc je me permets. Question très simple, je suis bordelaise, donc, mais c'est pas pour ça que je m'y connais très très bien en vin, mais donc tout le monde connaît le nez du vin, qui a aussi bien évidemment cette velléité à s'approprier un petit peu. Oui. Donc vous êtes un petit peu dans cette même démarche qui est de faire comprendre aussi le vin, c'est ça? Juste ma question, elle est purement pratico-pratique. D'où vient le vin en fait? Oui. Parce que j'imagine que vous êtes monocépage, c'est ça? Oui. Et comment vous voyez la scalabilité en fait du coup du modèle par rapport à ce sourcing de vin? Voilà. Absolument, très bonne question. Alors, j'ai pas parlé du côté sustainable parce que pas le temps, mais j'y tiens beaucoup. Là, on est sur des vins que j'ai sélectionnés plutôt de petits vignerons en bio. Là, on est sur effectivement le front avec une étiquette plutôt neutre. Par contre, la contre-étiquette, présente pleinement les vignerons. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que j'ai répondu à la première question, qui devait être ça, voilà. Et la deuxième, c'était la profondeur, c'est ça? Comment aller chercher d'autres? Absolument, très bonne question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'estime à 80% des personnes qui achètent sont demandeuses de continuer d'aller vers d'autres explorations aromatiques, puisque comme vous le dites, sur les vins rouges de Bordeaux, on a certains arômes, mais finalement, je rappelle qu'on a 400 cépages pour faire du vin, donc je vais avoir des personnes qui vont rechercher d'autres régions viticoles, ou bien du blanc, ou bien du rosé, voire du champagne, voire du porto, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et par rapport à la largeur de la gamme, figurez-vous qu'il y a
une demande qui, comment dire, il y a une profondeur de marché qui peut se faire du côté de l'offre, donc effectivement avec tous les distributeurs que j'ai cités, mais il y a aussi une profondeur de marché qui peut se faire du côté de l'offre. C'est pour ça que votre question elle est très bonne, parce que certains vignerons demandent à avoir leur propre vin dans cette box, ce qui du coup leur permettra de hyper personnaliser leur offre auprès de leurs clients et en même temps de faire une vente additionnelle qui change de l'éternel coffret ou voilà, de la bouteille qu'on partage avec des amis. Et pour terminer avec le nez du vin, effectivement, c'est un super outil, mais la grosse différence avec mon produit, c'est que mon produit se vit à plusieurs. C'est une véritable expérience à partager. C'est pour ça que je commence toujours en disant l'art de vivre, le partage, la convivialité, parce qu'il y a un gros caractère expérientiel dans ce que je propose. Voilà. Hello. Hello. Thank you for the answer. Merci d'avoir répondu à cette question. J'ai une question sur le financement. Vous recherchez 500 000 €, principalement à des fins de recrutement. Mais ce financement, qu'est-ce que cela va vous permettre d'accomplir? C'est-à-dire, dans un an, où vous voyez-vous? Le montant dont j'ai besoin, c'est également pour l'achat de volumes conséquents, notamment de boîtes. Cela me permet de réduire le prix de production. Donc aujourd'hui, on est à 25 € et j'aimerais le réduire à 10 € parce que j'achète par lot de 100. Et donc si je peux acheter par lot de 1000 pour les boîtes, je peux réellement réduire les prix. Donc, vous imaginez l'impact sur les prix. Si je veux 3000 unités, imaginez que j'arrive à faire réduire mes coûts d'achat de ces boîtes à l'unité 25 à 10 €. Et selon mon business plan, nous serons rentables à partir de la 3e année, avec 1,8 million d'euros, production de 35 000 boîtes. Car le marché n'est pas uniquement français. Le marché est plus profond que cela. Et je vois qu'il existe des marchés qui sont prêts à être exploités. Et pour moi, trouver ces marchés est la clé qui va permettre d'augmenter les ventes. Merci pour votre pitch. J'ai peut-être pas bien compris. Il me semble que vous avez dit qu'il y avait 10% donc, qui revenaient des clients. Ça veut dire qu'il y en a peut-être 90 qui ne reviennent pas. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour augmenter ces 10%? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait mettre plus de moyens marketing. Et donc de l'argent. Voilà. Parce que effectivement, j'ai obtenu le concours Lépine, donc c'est bien qu'il se passe des choses intéressantes à travers l'expérience. Pour autant, ça a quand même, je pense, besoin d'être un peu pimpé le truc, un peu plus, vous voyez, marketé, avec des choses. Voilà, moi je reste œnologue. Je pense que c'est ça la clé qui ferait qu'on pourrait rendre la chose encore plus attractive. Ok. Merci Laetitia, on doit un peu respecter la suite. Merci beaucoup Laetitia, merci. On peut l'applaudir. Maintenant, je vais passer la parole à Simon, donc la société Bioxol en Belgique. Voilà Simon. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Simon Collier, je suis ingénieur agronome de formation. Je suis surtout un scientifique passionné par la microbiologie appliquée à l'agriculture.
Et un scientifique, oui, mais pas seulement. J'ai également complété ma formation avec un second master en sciences de gestion, histoire de bien comprendre les marchés auxquels je m'attaquais et leur dynamique. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de Bioxol. Et Bioxol, c'est quoi? C'est une start-up qui est issue de l'UC Louvain et qui propose des alternatives biologiques aux pesticides. Donc, je viens de passer les 9 dernières années à m'intéresser à développer justement ces approches biologiques qui soient plus respectueuses de l'environnement et plus durables, mais surtout qui soient capables de contrôler effectivement les maladies au champ et des maladies par exemple comme le mildiou. Donc je parle du mildiou et j'en parle à dessein, étant donné que le mildiou, que ce soit en pomme de terre, en vigne ou en culture maraîchère, ça représente une énorme quantité de pesticides qui est utilisée chaque année et certainement des fongicides. À l'échelle mondiale, on estime qu'à peu près 30% des fongicides qui sont utilisés pour lutter contre des agents de mildiou au sens large. Et c'est certainement encore plus vrai en Belgique avec un secteur patatier qui est très représenté. Et c'est d'ailleurs sur ce constat que l'UC Louvain s'est intéressé à chercher des micro-organismes bénéfiques, des bactéries, qui étaient capables de contrôler biologiquement ces maladies des plantes, et notamment le mildiou, mais pas seulement. Et donc on a sélectionné plus de 2800 potentiels et on a pu prouver l'efficacité au laboratoire, en serre, mais également au champ, dans des essais préliminaires de micro-organismes qu'on avait complètement caractérisés. Et on a pu sélectionner donc 14 agents de biocontrôle, ou BCA, qui avaient un très haut potentiel. Et moi, en parallèle de ces recherches, je me suis aussi surtout intéressé à comprendre comment est-ce que ces micro-organismes bénéfiques étaient capables de contrôler effectivement le mildiou et également d'autres maladies. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier les substances naturelles qui étaient responsables de cette activité de contrôle biologique. Et fort de ces recherches, avec le soutien de la région wallonne, via un projet Wind4 Spin-off, on a commencé à développer nos 2 premiers produits en valorisant 2 sur 14 des agents de biocontrôle qui étaient à haut potentiel qu'on avait, et en utilisant que 3 des substances naturelles qu'elle produisait et qui expliquent cette efficacité au champ. Et donc, grâce au Wind4 Spin-off, on a pu obtenir le proof of concept au champ en réalisant des essais GEP avec des plateformes bien reconnues, comme Rodebel, Staffit, le Proefcentrum voor Groenteteelt et Wageningen en Hollande. Et donc maintenant, fort de ce proof of concept au champ, on veut réaliser notre ambition et arriver à proposer nos 2 premiers produits biofongicides pour proposer des alternatives soit biologiques, respectueuses de l'environnement, également respectueuses de la biodiversité pour contribuer modestement au développement d'une agriculture plus durable, plus saine et plus sûre. Et d'ailleurs, ce développement d'agriculture durable, c'est clairement ce qui nous réunit tous aujourd'hui ici, et c'est très largement soutenu par les politiques publiques à travers le monde et certainement en Europe. C'est d'ailleurs illustré par la progression des parts de marché des biopesticides sur le marché global des produits de protection des plantes. C'était 3 à 5% en 2015. En 2021, nous étions déjà à 8% de ce marché. Et ça illustre bien la transition que le secteur phytopharmaceutique est en train de vivre. Et pour illustrer cette transition et positionner vraiment l'innovation qui est proposée par Bioxol sur ce marché, voici un bref aperçu de ce que pourrait être le marché de la protection des plantes. Et donc, très clairement, pendant très longtemps et encore en grande partie pour le moment, on a affaire à des processus de production qui sont très bien maîtrisés, et que ce soit de la synthèse ou des extractions d'éléments comme le cuivre ou comme le soufre. Et ça participe, ce processus de production bien maîtrisé, notamment à une très belle efficacité au champ, avec un bémol, le coût écologique et les pollutions qu'on peut retrouver aussi bien dans les écosystèmes agricoles que dans la chaîne alimentaire, étant donné la mise en place même de politiques de gestion de résidus et autres. Et depuis 40 ans déjà, il y a une première initiative pour développer des alternatives biologiques, des biopesticides, et qui veut valoriser, qui savait déjà qu'existaient ces micro-organismes bénéfiques. Quelle était l'idée là derrière? Eh bien, c'était de la lutte biologique par inondation, c'est-à-dire qu'on amène en masse ces micro-organismes, seuls ou même en consortia, et on espère qu'ils vont pouvoir y survivre au champ, se développer et arriver à rencontrer les conditions qui, in fine, vont leur permettre de produire ces substances naturelles qui font leur efficacité.
Ça n'a pas vraiment bien marché, en prouve les ventes actuelles. Et c'est ce que Bioxol propose de remédier. Bioxol veut récupérer le contrôle sur la production de ces substances naturellement produites par ces micro-organismes bénéfiques et proposer un produit qui contient ces substances, qui ne contient plus les micro-organismes, c'est important pour nous, et qui participera alors à une meilleure efficacité au champ, avec l'énorme avantage d'être facile à utiliser, plus facile à stocker, on ne travaille plus avec du vivant, et qui est biodégradable une fois qu'il arrive au sol. C'est pourquoi on vise des maladies qui touchent le feuillage, donc des maladies foliaires, en tout cas dans un premier temps. Et donc aujourd'hui, Bioxol, c'est quoi ? Eh bien, Bioxol veut se positionner comme un leader dans la production de substances actives d'origine microbienne pour répondre à quel besoin ? Eh bien, ce besoin de durabilité, mais surtout ce besoin d'efficacité au champ. J'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais également avec des biopesticides qui soient abordables pour l'utilisateur final qu'est l'agriculteur. Et tout le modèle a d'ailleurs été pensé, le modèle de production a été pensé pour que ce soit abordable. Avec un premier cœur de cible que sont les agents de mildiou qui touchent aussi bien les grandes cultures que des cultures à haute valeur ajoutée, comme la vigne. Et donc Bioxol cherche à lever 4 millions en equity qui seront balancés avec un apport similaire par des subsides publics pour pouvoir débuter les procédures d'autorisation des 2 premiers produits biofongicides et poursuivre le développement des 3 suivants qui sont en cours. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute et j'en profite également pour remercier les partenaires qui ont participé à ce projet, qui sont bien sûr l'Université catholique de Louvain ici en Belgique, la région wallonne aussi bien à travers des projets de DGO3 que de DGO6 à l'innovation et également la Sopartec qui m'accompagne déjà depuis 3 ans dans ce projet. Voilà. Merci Simon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question. Il me semble que sur ce genre de sujet, il y a un gros enjeu en termes de production et de process de production. C'est quoi votre stratégie sur ce plan-là, en termes de production ? Et la deuxième partie sera pour la stratégie de vente également. Comment vous comptez est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos modèles de vente ? Merci. Oui, très bonne question, très pertinente. Alors le modèle de production, c'est ce qui nous a motivés sur les 3 dernières années ici, où on devait être capable d'arriver naturellement, sans devoir développer des organismes génétiquement modifiés, même si on l'a fait, bien sûr, arriver à surproduire les substances que l'on voulait, que ce soit surtout celles-là qui soient fort représentées, que ça ne pose pas un problème au niveau réglementaire, et on a pu réussir à multiplier par 6, par 10, et puis ça nous a permis aussi de faire des productions pour faire des essais en champ avec des CRO, notamment un allemand, où on a pu faire des productions qui allaient de 1500, 3000, 7000 litres de nos produits. Il y a encore des efforts sur le scale-up à faire. Je ne vends pas un chat dans un sac, mais on a déjà pu avoir ces premières approches. Et quelle est notre stratégie en termes de production ? Eh bien, dans un premier temps, on ne veut pas le produire par nous-mêmes, on va le faire par d'autres. Et donc, on va découpler la supply chain pour évidemment protéger notre process de production. Et j'oublie la deuxième question, les efforts commerciaux. Alors les efforts commerciaux, ça va être quelque chose qui va venir bien plus tard. On va pas s'inventer nous-mêmes le distributeur et le commercial de biopesticides. Il y a des gens qui font ça bien mieux que nous, qui ont tout le réseau qu'il faut pour. Et donc il y aura des partenariats stratégiques qui seront appliqués au niveau local, donc sur le marché des États-Unis avec des distributeurs sur les États-Unis, également en Europe différemment ou dans d'autres pays type OCDE. On travaillera donc avec ce type de partenaire. Bonjour, moi j'ai également 2 questions. La première, vous pouvez nous parler de l'environnement concurrentiel, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas ici j'ai déjà rencontré une start-up qui proposait aussi une alternative aux pesticides, premièrement, et puis nous éclairer sur la législation, notamment en Belgique, voire l'Europe, et comment est-ce qu'elle évolue. Alors comment évolue la législation ? La législation, je pense qu'elle est en retard sur les ambitions du Green New Deal, ça c'est très clair. Pour le moment, on se retrouve avec des temps d'homologation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui avoisinent les 6 ou 7 ans avant de l'accès au marché. Et donc ça, c'est très clairement ce à quoi va servir la levée de fonds ici. On va adresser et continuer à monter ces dossiers pour pouvoir autoriser ces produits à la vente. Et on parlait de temps long dans ce type de projet agricole.
agritech, c'est encore plus vrai avec le biocontrôle, c'est très clair. Et c'est souvent difficile à faire passer comme message chez les investisseurs, mais oui, ça c'est quelque chose qu'on veut adresser tout de suite. Les premières milestones des premières années ici, c'est clairement les conditions toxicologiques et écotoxicologiques, même si on a assez confiance sur ce qu'on a ici. Une fois qu'on aura validé ça, ce sont les essais par pays qu'il faut faire pour pouvoir le faire. On connaît assez bien. En Europe, il y a 3 zones qui sont divisées et on va adopter vraiment une stratégie qui soit globale, qui nous permette de monter un dossier qui soit valorisable un peu partout sur les différents marchés que l'on veut cibler. Merci Simon. Je pense qu'on va... Ah, petite dernière alors. Excusez-moi, une petite dernière. Oui. Sur la notion d'IP. Parce que vous êtes une spin-off, donc l'IP c'est quand même juste extrêmement essentiel dans la valorisation d'une entreprise telle que la vôtre. Oui. J'ai compris que vous étiez une spin-off donc de l'Université de Louvain. Tout à fait. À qui appartient l'IP et comment ce sujet va être traité ? Alors, en fait, à l'UC Louvain, c'est assez clair et c'est étiqueté dès le début quand on veut commencer. Et donc, on sait très bien que l'IP prend la forme d'une licence qui est donnée par l'université en échange de royalties qui seront concédées au moment où on va commencer à développer un chiffre d'affaires, ce qui ne sera pas tout de suite le cas. Et l'IP, ça a fait l'objet d'une consultation et de vérification, bien sûr, avec des analyses d'intériorité, etc. Et il y a 4 volets qui seront développés dans la protection intellectuelle, que sont comment arriver à quantifier les substances, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire, et nous, c'est ce qui est très important pour nous aussi, à travailler sur des ratios spécifiques de ces métabolites qui expliquent alors l'activité et le renforcement synergique qu'on peut avoir là-dedans. Et puis après, il y a ce assez classique pour le phytopharmaceutique, la protection des pathosystèmes et l'extension qu'on peut avoir. Merci Simon. Now we'll switch to English. Alors, on va maintenant passer à l'anglais avec Chiara. Bienvenue, Chiara. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chiara de l'Université de Gand en Belgique. Je suis chercheuse postdoctorale, mais je vais lancer notre spin-off Bicos. Donc, en 2050, nous serons 10 milliards de personnes sur Terre. 10 milliards de personnes qui attendent une certaine qualité de vie dans les pays développés et en développement. Et cela augmente nos demandes en protéines durables de plus de 66%. Mais dans le même temps, l'UE nous demande aussi de réduire l'utilisation des pesticides utilisés de plus de 50% d'ici 2030. Et cela est très difficile puisque l'inscription et l'approbation de nouveaux pesticides est très longue et prend beaucoup de temps et demande beaucoup d'argent. Donc, comment réduire les risques, comment réduire l'utilisation des pesticides tout en nourrissant tout le monde de façon durable d'ici 2050 ? Eh bien, avec Bicos, nous utilisons des solutions avec des molécules qui utilisent des cellules bactériennes. Alors, c'est un processus qui est similaire au brassage de la bière, mais à la place d'utiliser de la levure, nous utilisons des bactéries et à la place d'utiliser de l'éthanol, nous utilisons des molécules COS. Ces dernières peuvent être ajoutées à la nourriture pour les animaux et donc les agriculteurs peuvent se concentrer davantage sur la prévention que sur les soins aux animaux. Alors, pour ce qui est de l'équipe, eh bien, il y a moi, j'ai déjà un doctorat. Ensuite, on a Walter qui va aussi recevoir son doctorat et il se concentre sur l'aspect technologique. Pourquoi Bicos ? Eh bien, nous sommes scalables et robustes. En utilisant les bactéries, on peut produire énormément de molécules COS et définir ces molécules de façon fiable et continue. On peut déjà produire 5 molécules différentes. Et nous avons déjà fait des fermentations à grande échelle. Et pour l'instant, nous cherchons à améliorer davantage la production et à étendre notre portefeuille de produits. C'est aussi une
production durable parce que les bactéries grandissent sur le sucre, mais aussi sur des produits plus locaux comme les insectes, les crevettes ou les champignons. Des produits extrêmement présents en Belgique et aux Pays-Bas. Et nous essayons donc de nous intégrer à la bioéconomie circulaire. Nous avons aussi des produits très spécifiques. Nous pouvons produire des molécules très spécifiques parce que la structure correspond à l'activité que nous envisageons. Et donc, nous voulons offrir des solutions personnalisées à des problèmes spécifiques et donner des produits exclusifs à nos clients. Nous travaillons aussi sur le terrain et dans les laboratoires pour tester nos produits, notamment pour le soja et les tomates. Il est important de dire que nous avons déjà candidaté pour 2 brevets et nous travaillons sur un 3e. C'est aussi une solution rentable parce que en utilisant cette solution, les agriculteurs peuvent se concentrer sur la prévention plutôt que sur le traitement, ce qui permet de réduire les coûts et d'augmenter les profits. Donc, nous cherchons un partenaire stratégique avec lequel établir une licence afin de cibler au mieux les agriculteurs. Donc, que cherchons-nous? Eh bien, des investissements, bien sûr, pour garder notre pays, pour demander un nouveau brevet, pour étendre nos expériences de laboratoire et pour passer à des expériences in vivo. Pourquoi? Eh bien, parce que investir dans notre travail, c'est investir dans votre avenir. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, ce n'était pas très clair pour moi. S'agit-il d'un biostimulant ou d'un biocontrôle? Et dans le dernier cas, quelle maladie ciblez-vous? C'est un biostimulant. Donc, l'idée, c'est de renforcer le système immunitaire de la plante. Il y a aussi des applications, des utilisations de biocontrôle, mais ce n'est pas notre visée première. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question sur l'aspect personnalisé parce que je vois que vous avez 3 produits que vous avez déjà testés. À quel point ces solutions sont-elles personnalisées et qu'en est-il des capacités de passage à l'échelle? Alors, nous produisons une structure spécifique que le client souhaite. Donc, en fonction de si on va l'utiliser pour les plantes ou pour les animaux, on va générer une autre molécule, un autre produit. Et puis, avec les bactéries, on sait comment les produire, les utiliser, quels sont les gènes que nous devons traiter pour que la bactérie produise telle ou telle molécule. Et puis, le processus de fermentation est le même pour toutes les molécules et tous les produits. En fait, la partie compliquée, c'est vraiment de produire la molécule que l'on souhaite avoir, mais ce n'est pas le problème principal puisque la bactérie produit de toute façon la molécule que nous avons à un pourcentage de 90% de précision. Et de cette façon, nous pourrons réduire nos coûts aussi de production. Est-ce que je peux poser une petite question de suivi? Est-ce que ça veut dire que pour chaque client, vous commencez à travailler sur une base personnalisée et puis que vous mettez votre production à l'échelle? Oui, en fait, au début, on était un peu sur la base de la poule et de l'œuf, mais aujourd'hui, on a déjà identifié certaines molécules plus intéressantes. Et donc, lorsque le client vient nous trouver avec un problème spécifique, on peut déjà dire, voilà, on a ce type de produit qui est disponible pour vous et ce serait peut-être celle-ci, la solution la plus adaptée. D'autres questions? Non? Grazie mille. Maintenant, je vais appeler Franck Garnier pour F-Green. Merci Pierre. Ouais, okay. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Franck Garnier, donc j'ai fait l'essentiel de ma carrière
dans la chimie, pharmacie, santé animale, agriculture, dans des grands groupes que vous connaissez, Aventis, Bayer, BASF et d'autres compagnies. Et depuis 2019, je suis passionné par le développement de biosolutions, ce qui m'a conduit petit à petit à être un des cofondateurs d'Ivigreen, dont je vais vous parler maintenant. Alors, Ivigreen, c'est quoi et de quoi va-t-on parler? Vous connaissez tous en santé animale les problèmes qui sont liés à la grippe aviaire. La grippe aviaire se développe mondialement et il y a quelques semaines, le Brésil a été touché pour la première fois par la grippe aviaire. Et quand on connaît la capacité de production et le besoin mondial de volailles qui viennent du Brésil, ça fait un petit peu froid dans le dos. Vous connaissez également en santé animale le besoin de réduire les antibiotiques, l'usage des antibiotiques. Et en agriculture, en production végétale, il y a de plus en plus, avec la réduction de la pharmacopée de produits de synthèse, il y a de plus en plus de vides d'usage et il y a des maladies qui apparaissent. Je citerai notamment le Xylella qui ravage les oliviers en Europe et qui commence à apparaître également sur la vigne. Donc, Ivigreen vise à développer de nouveaux moyens de lutte contre des maladies qui sont soit orphelines, soit extrêmement importantes en santé animale. Comment? En utilisant des extravésicules qui sont de taille nanométrique, qui sont produites par des microalgues et par certaines plantes, et qui naturellement contiennent énormément de choses, notamment des tout petits ARN, des petits ARN qui ont des propriétés antibactériennes et qui peuvent être extrêmement utiles. En fait, ces extravésicules qui sont de taille nanométrique, on les connaît depuis fort longtemps. Elles sont produites naturellement par pratiquement tous les organismes vivants. Ce qui est de nouveau dans notre projet, c'est deux choses. Le fait que nous savons comment les développer naturellement de façon à ce qu'elles puissent être utilisées avec leurs propriétés antibactériennes. Nous savons également les charger avec d'autres molécules bioactives, des peptides et des petites molécules, de façon à ce qu'elles puissent conduire et délivrer au niveau des cellules et des tissus qui sont atteints au niveau des animaux et des plantes, donc avoir une efficacité maximum. Et la deuxième chose qui rend spécifique le projet, c'est notre capacité de production. Si on veut développer des moyens de lutte qui soient réellement utilisables en santé animale et en santé végétale, il faut pouvoir produire à grande échelle. Et le fait que nous ayons choisi certaines microalgues, une microalgue en particulier du genre Chlorella, et certaines plantes, nous permet d'envisager une production à très grande échelle de ces extravésicules, donc de ces vecteurs, et de les produire également à un coût qui est tout à fait abordable. Voilà les deux spécificités de notre projet. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut viser? On peut viser le développement, par exemple, de stratégies vaccinales et de vaccins contre la grippe aviaire. Il y a quelques projets en cours, mais cette stratégie vaccinale avec des extravésicules permettrait notamment d'avoir des vaccins qui puissent être administrés simplement par voie orale. Des extravésicules, ça n'est rien d'autre que des petits bouts de végétaux, et donc ça peut être facilement incorporé à la nutrition. Nous pouvons également viser en priorité le traitement de certaines maladies bactériennes dans les élevages, notamment les mammites des ruminants. Et ces mammites, aujourd'hui, elles sont difficilement traitées parce qu'on veut réduire l'usage des antibiotiques. Donc, nous pourrions substituer facilement les antibiotiques. On peut développer en santé végétale également des moyens de lutte contre des maladies qui, aujourd'hui, n'ont aucune solution.
J'ai cité Xylella, je peux citer la bactériose du kiwi et pas mal d'autres choses. Et on peut s'intéresser aussi à des maladies, notamment qui sont sur les semences, comme la fusariose, sur lesquelles il n'y a plus pratiquement de moyens de lutte. Et on peut envisager, avec ce qui se passe au niveau réglementaire, une disparition progressive des quelques substances qui restent utilisables. Donc voilà ce que nous envisageons avec ce projet. Et ça constitue un marché, un terrain de jeu d'une taille de plusieurs milliards d'euros, très largement. On l'a chiffré même à 12 milliards d'euros au niveau mondial, puisque c'est une approche globale que nous voulons avoir. L'équipe, plutôt que de vous la présenter en photo, je vais demander à mes collègues Lionel Navarro, qui est le grand scientifique et qui pilote tous les aspects scientifiques, de se lever, peut-être de venir me rejoindre. Donc Lionel dirige un laboratoire à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. C'est un expert reconnu de tout ce qui est pathogène dans les sciences de la vie. Et puis Denis Tardy, qui a une grande expérience dans l'industrie, au niveau des semences et au niveau de l'agrochimie, puisqu'il a occupé dans pas mal de géographie des postes clés dans le groupe Syngenta notamment. Denis, si tu veux venir. Voilà pour l'équipe. Alors maintenant, où nous en sommes et ce que nous voulons faire. Où nous en sommes déjà, nous avons de la propriété intellectuelle, puisque avant de créer Ivy Green, il y a eu des programmes de collaboration académique avec des fonds publics qui nous ont permis déjà d'avoir des preuves de concept. Donc l'étape sur laquelle nous voulons des financements, c'est une étape qui va nous permettre de renforcer notre propriété intellectuelle, de valider toutes les preuves de concept in planta et in vivo pour les animaux, et puis également de parfaire et d'améliorer nos process de production industrielle. Pour ça, nous avons besoin de 3 millions d'euros. Ce sera vraiment le funding pour les 2 prochaines années. Et l'étape ultérieure, ce sera le développement d'indications thérapeutiques avec un financement d'une série A, et puis le scale-up de la production. Voilà en résumé ce que je voulais vous dire pour Ivy Green. Je vous remercie de votre attention et mes collègues et moi sommes à votre disposition pour quelques questions. Merci Franck. Est-ce que le jury a des questions ? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur la partie réglementaire de mise sur le marché, qui est, j'imagine, un parcours fastidieux. Enfin voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus et quel est votre agenda ? Alors effectivement, le réglementaire, c'est la clé, hein, sur tous ces sujets-là. On a la chance d'avoir dans l'équipe un scientifique qui maîtrise parfaitement tous ces sujets au niveau technique, et puis on peut dire 2 experts, puisque dans notre vie, on a passé notre temps à travailler sur comment travailler et comment homologuer des produits qui étaient souvent des produits de synthèse, mais pas que, aussi des produits biologiques. La réglementation, elle évolue. Effectivement, il va y avoir un champ important, ça va être de pouvoir bien positionner ce nouveau concept, cette utilisation d'extravésicules de taille nanométrique, à la fois en santé animale et en santé végétale. C'est difficile de répondre à votre question parce que autant on est certain, il y a autant de réglementations que de continents. Et autant sur la partie, on va dire, nord-américaine, il sera assez facile d'envisager des dossiers réglementaires, autant en Europe, pour être très honnête, il va y avoir certaines choses à bien travailler.
Et ce que j'ai, sans rentrer dans les détails, toute la partie substances extravésicules qui seront produites naturellement ne devraient pas poser de problème, parce que là, on travaille sur un végétal qui n'aura pas été ou très peu modifié. Autant quand on va parler de ce qu'on appelle de l'endoloading, c'est-à-dire qu'on va introduire des peptides, on pourrait modifier les choses, et là il faudra effectivement une approche réglementaire qui sera à déterminer et à bien envisager au niveau européen. L'intérêt de la technologie, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de peptides et de protéines qui ont des activités il y a beaucoup de protéines ou de peptides qui ont des activités au labo, mais qu'on ne retrouve pas au champ. Et souvent on ne les retrouve pas au champ parce que la protéine ou le peptide, il est dégradé avant de toucher sa cible. Donc tout l'intérêt des EV qui ont été découverts par Lionel, c'est que ça protège la protéine, ça protège le peptide, ça protège l'ARN messager ou même un ADN, et ça lui permet tant chez les animaux que chez les plantes d'aller toucher sa cible. Et c'est ça le breakthrough de cette technologie-là. En fait, elle va permettre de multiplier, d'avoir beaucoup de produits de biocontrôle, puisque des produits qui marchaient au labo marchaient mal au champ. Et là, on espère qu'ils marcheront correctement au champ. C'est l'objectif qu'on se fixe. Une dernière question, peut-être? Oui, merci pour votre présentation. Alors, moi, je me posais la question, avec 3 millions d'euros, on a quoi? Est-ce que vous avez fait une valorisation de votre entreprise? Et puis, qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Alors, avec 3 millions d'euros, on a une IP et on a pratiquement toutes les preuves de concept qu'il nous faut pour après envisager des développements d'indications thérapeutiques qui ne se feront pas, on pourra en faire nous-mêmes. Mais par contre, et les contacts que nous avons commencé à avoir avec des grands groupes, ceux que j'ai cités, montrent que ces grands groupes seront très très intéressés pour des co-développements. Comme vient de le dire Denis, on a beaucoup de grands groupes aujourd'hui qui ont développé des molécules qui sont bioactives, mais qu'ils n'arrivent pas à intégrer dans des formulations qui vont leur permettre de toucher leur cible. Et nous avons le bon véhicule. Donc, avec ces 3 millions d'euros, on aura la propriété intellectuelle qui va nous permettre d'intéresser vraiment des grands groupes pour des co-développements, de faire du licensing, mais aussi de développer nous-mêmes des indications thérapeutiques. Merci Franck, Lionel et Denis. Je peux encore poser peut-être une question? Rapide alors, parce qu'on est toujours pareil pour le temps. Merci. Donc j'ai bien compris que ce que vous avez, c'est un transporteur, hein, principalement. Vous mentionnez que ça target certaines maladies. Comment ça se passe? Je ne comprends pas bien le targeting. Donc ça serait peut-être pour monsieur. Et alors, est-ce que vous avez déjà lié votre transporteur à certaines molécules existantes? Si oui, lesquelles? Et voilà. En fait, vous m'entendez, c'est bon? Plus près. Ces travaux, comme disait Franck, sont issus d'une recherche académique à l'UNS, avec un transfert. Donc, il y a eu pas mal de preuves de concept qui ont été faites, et notamment donc en cellules. Ce qui va se passer, c'est que ces petites vésicules, donc c'est simplement comme des petites, elles font une centaine de nanomètres, elles vont être véhiculées. Si vous allez faire une administration chez l'animal, elles vont aller dans des organes bien spécifiques, naturellement dans des organes bien spécifiques. Et donc ça permet de livrer en fait une molécule d'intérêt. Et donc il y a eu des preuves de concept qui ont été faites. Au laboratoire, on l'a fait sur des petits ARN, par exemple antibactériens. Et donc on arrive à cibler des gènes de virulence bactérien et donc diminuer la pathogénicité d'une bactérie. Mais vous pouvez le faire contre par exemple, petits ARN contre des virus pour inhiber la réplication d'un virus. Et ça peut s'appliquer à la fois sur des pathogènes plantes et pathogènes de l'homme ou des animaux. Donc ça, c'est versatile, une technologie très versatile. Merci, mais on va peut-être arrêter là, messieurs. Pourquoi on a choisi les bactéries? C'est parce qu'on a... en santé animale, c'est évident, hein, remplacer les antibiotiques, etc. Et pourquoi on cible les bactéries en agriculture? C'est des grosses niches où il n'y a pas de solution.
Donc rentrer sur un marché où il n'y a pas de solution, c'est toujours plus facile. Merci messieurs. On va laisser la place à Frédéric pour Cascade. Là, t'avances. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Pailleron. Je suis le fondateur et dirigeant de la société Cascade que j'ai créée maintenant il y a quelques années. Alors, que fait Cascade ? À Cascade, on développe des produits de conversion de la lumière solaire qui convertissent certaines longueurs d'onde peu utiles à la photosynthèse pour les réémettre sur les plages de plus grande sensibilité qui stimulent la photosynthèse, qui sont le bleu et le rouge. Donc concrètement, une plante qui poussera sous une serre dopée par la technologie Cascade verra plus de rayonnement bleu et rouge que sous une serre standard, et par là son processus photosynthétique sera boosté et la plante aura un meilleur développement. Ce qui amènera un meilleur développement de la culture. Notre équipe est formée de 5 personnes aujourd'hui, donc avec une équipe expérimentée en termes de management. Moi-même, j'ai travaillé pendant 20 ans sur la technologie, je suis ingénieur de formation et j'ai surtout créé une société, une PME que j'ai développée à plus de 100 personnes il y a quelques années. J'ai monté Cascade il y a quelques années et je suis associé aujourd'hui avec un ingénieur aujourd'hui en chimie des polymères et en optique, Christophe Prost, qui a une grande expérience chez les grands industriels de la chimie et qui nous aide à mettre le produit sur le marché et à faire le scale-up. On travaille en technologie avec beaucoup de laboratoires de recherche en partenariat, le CEA, le CNRS, l'INRAE en agronomie, et de plus en plus aussi à l'étranger avec les stations d'essai, que ce soit en Espagne, en Italie, ou maintenant avec la nouvelle technologie dans le nord de l'Europe. On a monté depuis 2 ans, où on a lancé notre première offre, une équipe de business. C'est important parce qu'il s'agit maintenant de transformer ce produit en accès marché, qui est une équipe de personnes expérimentées, multilingues, qui nous permet d'adresser tout de suite les marchés différents européens. On a commencé par l'Espagne et l'Italie et on va arriver dès l'année prochaine dans le nord de l'Europe. Alors, ce qui est important, c'est que cette technologie a été démontrée pendant maintenant quelques années. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur cette technologie avec de nombreuses performances agronomiques qui sont sur différentes cultures. Vous voyez, différents pays ont été testés, tant du nord que du sud de l'Europe. En grosso modo, nous avons plus de 10% de performance de rendement, de la précocité, très important, et des plantes qui sont plus résistantes. La lumière permet aux plantes de mieux résister aux maladies, insectes et maladies. Une qualité de fruit qui est maintenue, voire améliorée dans certains cas. Et puis, cerise sur le gâteau, des performances environnementales en termes d'économie d'intrants, d'eau et de fertilisants, de l'ordre de 15 à 16%, qu'on a mesuré sur de nombreux essais. Ce qui nous permet dire que c'est une performance très intéressante pour les maraîchers. Il faut savoir que les maraîchers vont avoir ces 10% de bénéfices de valeur pour un surcoût très limité, qui sera inférieur à 2%, ce qui fait que la valeur de proposition pour les agriculteurs est très intéressante aujourd'hui. Le marché est gigantesque, on parle de marché des films de serre. Aujourd'hui, c'est 1 million d'hectares sur la planète, une décroissance de 7 à 10%. Et à partir de là, une première cible de marché que l'on va adresser, qui est marché européen, je dirais notre home market, pour nous c'est déjà l'Europe. Ça représente plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis progressivement un développement au-delà de l'Europe, États-Unis, Amérique dans un second temps. Et puis derrière, alors je rajouterai le marché chinois, qui à lui seul représente le reste du monde, qui sera adressé en second temps. Notre technologie est brevetée internationalement, y compris en Chine. Donc on est prêt sur le marché. On est aujourd'hui, on a commencé le statut de développement, nos premières ventes depuis 2 ans, avec une première génération de produits. Alors, la première génération de produits, elle consiste à un produit qui a ses performances optiques et agronomiques dont je vous ai présenté, mais limité à une saison. Alors, ce n'est pas le gros du marché. Le gros des marchés des films de serre sont des films de serre de 5 à 10 ans. Aujourd'hui, sur des applications d'une saison, il y a des segments de films recyclables dans le sud de l'Europe, notamment en Andalousie et en Sicile. Donc, on a commencé évidemment par ces segments-là. On a déjà vendu plus de 150 hectares l'année dernière.
sur une première année de vente post-Covid. Et surtout, comme on a un modèle où on ne vend pas le film, mais on fabrique le condensé, le concentré qui s'intègre dans le film prêt à l'emploi, nos clients ne sont pas les maraîchers, mais c'est le fabricant des films de serre. On a déjà convaincu 2 des plus gros filmeurs en Europe qui vont être nos premiers vecteurs pour développer le marché sur les premières années. Ils sont friands, ils attendent de notre part le produit phare qui va arriver fin d'année, qui va être technologie multisaison, qui est le gros du marché. Cette technologie est développée, elle est prête. On a fabriqué l'année dernière plus de 300 mètres de films testés et validés en Espagne et en France avec des performances agronomiques confirmées sur le multisaison. Il n'est pas encore lancé pour une seule raison, c'est que nous sommes en phase d'industrialisation en grande quantité, de scale-up. Aujourd'hui, cette phase de scale-up sera terminée à l'automne et vraiment le lancement commercial de ce produit multisaison va se faire à l'automne. Et c'est à partir de là, on va passer d'un marché aujourd'hui limité à l'Andalousie et la Sicile sur un segment de niche, sur tout le marché d'Europe, donc viser les fameux 425 millions d'euros que vous voyez tout de suite, immédiatement avec les 2 premiers clients. Nous recherchons aujourd'hui 2,5 millions d'euros aujourd'hui pour matcher un fonds déjà acquis de 2,5 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. Nous proposons de le faire en 2 étapes. Une première étape dès cette année, 500 000 euros, 1 million d'euros, là c'est à customiser avec l'investisseur, qui va nous permettre de valider cette production multisaison et de lancer ce produit multisaison dès la fin d'année l'année prochaine. Et puis une deuxième étape pour compléter, qui peut être une bonne année après. Voilà pour la présentation. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci de votre écoute. Thank you for the presentation. Merci pour la présentation. Je suis passée à l'anglais, comme vous l'entendez. 2 petites questions. Première, d'un côté plus pratique, s'agit-il d'un produit qui remplacerait le toit d'une serre traditionnelle ? Oui, à la place d'utiliser un toit traditionnel, vous le remplacez par le même film, en fait. Ça ne change rien pour l'agriculteur. Il s'agit simplement d'acheter un film qui inclut notre produit pour renforcer. Donc en fait, nous, on s'adapte à la chaîne de valeur existante. Notre produit est prêt à être utilisé par les producteurs de films et puis par les agriculteurs. Ok, très bien. Et vous l'avez très rapidement mentionné dans votre présentation, mais vous avez dit qu'il y avait une augmentation du rendement de plus de 10% et la consommation d'eau réduite de 15%. Alors, il s'agit ici bien sûr d'une moyenne. À chaque fois, on a des résultats différents. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ce qu'on a fait sur ces 122 essais, en fait, c'est que nous avons validé différentes formules entre lumière bleue et lumière rouge. Par exemple, on a des formulations différentes pour les fruits rouges et pour les tomates, parce que ces fruits ont des réactions différentes à la lumière. Donc, nous voulons avoir différents effets lumineux dans les différentes régions en fonction des produits dont il est question. Donc, voilà ce que l'on a obtenu pour l'instant. Alors, pour être tout à fait honnête, pour ce qui est de la physionomie des plantes, nous avons encore beaucoup à comprendre. On collabore énormément avec INRAE et des instituts de recherche en Italie, à Almeria notamment, en Espagne. Et c'est une nouvelle technologie, donc on a encore beaucoup à apprendre. On devrait comprendre pourquoi les plantes peuvent produire davantage tout en consommant moins. Il vient d'être demandé. En fait, je pense que la question, c'était surtout le coût de votre film. Voilà, qu'est-ce qui coûte en plus et par rapport à ce qu'il rapporte? Est-ce que vous avez fait un peu des calculs d'efficacité? Parce que à la fin, l'utilisateur, c'est ça qu'il va regarder. Oui, c'est un point essentiel. C'est pour ça qu'on a investi en go-to-market aussi, en positionnement marketing. Il faut avoir un produit qui s'adapte aux produits existants et il faut qu'il soit peu cher.
On sait que la valeur agronomique de 10%, c'est beaucoup d'argent pour un maraîcher, mais un hectare de culture, on va dire en Andalousie, c'est moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires. 10%, ça fait 8 000 euros. C'est ça ce qu'on peut apporter comme bénéfice à un maraîcher du sud de l'Europe. Ce sera un peu plus dans le nord de l'Europe. Le coût aujourd'hui que l'on cible pour les maraîchers, c'est 1 000 euros par an et par hectare. Pour une technologie. Donc un bénéfice on va dire de 7, 8, 10 000 euros pour un coût de 1 000 euros. Donc, le bénéfice supplémentaire, vous voulez dire? Oui, supplémentaire, bien surcoût. Donc c'est le surcoût de la technologie. Donc c'est 1 000 euros, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il faut quand même le vendre. Il faut que ça demande quand même, ça s'installe du film, à ce que l'agriculteur achète son film plus cher. Donc c'est tout le travail qu'on est en train de faire ici, mais on a quand même convaincu plus de 100 hectares l'année dernière d'agriculteurs dans des zones qui sont les moins high-tech. On parle de l'Andalousie, du sud de la Sicile. Il y a beaucoup de fermes, beaucoup de marchés en Méditerranée. C'est pas très high-tech. Ce sera plus facile dans le nord de l'Europe, où les agriculteurs, je ne dis pas que ce sera facile, mais ce sera plus simple de faire investir dans la technologie pour avoir des performances agronomiques. On est sur ce travail-là, on investit beaucoup en marketing pour bien travailler. C'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec 2 filmeurs, on aurait pu en avoir plus, 2 fabricants, parce qu'on collabore avec leur réseau de distribution. Celui qui va vraiment vendre le produit, c'est le vendeur du réseau de distribution qui doit vendre son client qui est le maraîcher. Il faut aller convaincre le maraîcher, et tout notre marketing, il est pool. Il est adressé aux maraîchers. On fait des vidéos, on fait des événements dans des serres, on a des partenariats avec des gros semenciers comme Rixone qui testent notre technologie et qui la montrent à leurs clients en Espagne. C'est à travers là qu'on doit faire, effectivement, c'est la vitesse d'acceptation du marché de la technologie. On en a parlé ce matin dans les présentations. La techno est prête, maintenant il faut la passer au marché. Merci Frédéric. Alors, j'ai encore juste une petite question, ce n'est pas directement lié, mais vous avez mesuré l'impact sur la santé des gens en dessous de la serre? Alors on travaille, voilà, ça ne se présente pas comme ça, mais oui. Si vous augmentez l'irradiation de certains, surtout avec des mélanomes. On travaille sur l'aspect environnemental avec le laboratoire d'AgroParisTech, le laboratoire d'Olivier Vitrac sur le sujet. On a un projet qui est financé par l'ADEME. Donc tous les aspects sécurité, on a fait une analyse du cycle de vie qui est très favorable. Et c'est des sujets sur lesquels on est très sensible. Et si on a un peu de temps, on en reparlera. Merci Frédéric. On va accueillir notre dernier pitcher, donc Alexandre, pour la société Vert Agro. Hello everybody. As a typical... Bonjour à tous. Je vais passer au français, en bon français que je suis. De Vert Agro, j'aime bien parler de la genèse de l'idée en préambule. Donc avec Théo, mon associé fondateur qui est assis là-bas, à la fin de l'école d'ingénieur, on doit faire un stage à l'étranger, donc 6 mois. Nous, on n'est pas forcément de l'univers agronomie, mais plutôt de l'univers industriel, ce qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à un prototype industriel. Et quand on était en stage, moi j'étais aux États-Unis et Théo en Espagne, par hasard, pur hasard, on s'est retrouvés confrontés au lombricompostage, au vers de terre et à l'utilisation du lombricompost dans des cultures à très haute valeur ajoutée. Donc moi dans le cannabis et Théo dans les pistaches et dans la vigne, je crois. Et en fait, en discutant et en faisant beaucoup de bibliographie, puisqu'on avait une envie d'entreprendre dans la durabilité et l'agriculture, on a découvert que le lombricompost était connu à travers le monde pour ses capacités et ses intérêts agronomiques. Le seul problème, c'est qu'il en faut de très grosses quantités et donc il est focalisé sur des cultures à très haute valeur ajoutée. Alors à partir de là, avec Théo et Alexandre Foulon, on a décidé de créer Vert Agro, et pour être très, très clair, et pour ne pas oublier, on a tout mis dans le titre de la société. Donc Vert pour le ver de terre, Agro pour l'agronomie, Agro pour, bien sûr, pousser plus vite. Alors, on est 3 amis d'école d'ingénieurs, mais avec 3 casquettes différentes et 3 appétences de compétences différentes. Donc moi, plutôt sur le business, Théo sur la R&D et Alexandre sur la production. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, puisqu'il s'occupe de nos 25 millions de vers de terre dans une usine en Normandie. Et c'est très agréable de travailler avec ces vers de terre, puisque ce sont les seuls Français qui ne font jamais grève et qui ne se plaignent pas du salaire et de la retraite. Ça fait un petit focus sur l'actualité. Donc aujourd'hui, on est une dizaine d'employés avec nous 3 en France,
Et on a une autre dizaine de stagiaires et d'apprentis, ce qui fait une vingtaine de personnes sur nos 3 pôles principaux pour développer Veragro. On a été créé il y a un peu moins de 4 ans, en passant par les incubateurs, la bourse French Tech BPI, pour arriver aujourd'hui à un pilote industriel d'une capacité de 3000 litres, de 3000 litres à l'instant T, mais de 300 000 litres par an de biostimulants liquides. Alors, on a innové 2 fois chez Veragro, puisqu'il faut produire du lombricompost avec des vers de terre régulièrement, facilement. Donc on a innové en créant une machine de lombricompostage à flux continu. Donc dans nos 2 bacs de 25 mètres de long, on a ces 25 millions de vers de terre qui travaillent tous les jours. Et derrière, on solubilise, on liquéfie les intérêts agronomiques du lombricompost. Donc on a un produit final liquide qui est utilisable par les agriculteurs dans un pulvérisateur ou par les semenciers en enrobage de semences, ainsi qu'en complémentation de produits azotés pour la fertilisation. Donc 3 produits et une seule forme liquide. Alors, nos produits Veralif, Verasol, Veraspida sont autorisés en France, donc c'est une chose aussi qu'on a réussi à faire avant la première levée de fonds. Donc on a 2 autorisations de mise sur le marché sur le marché français avec le produit Veralif et le produit Veraspida. Et le produit pour le sol est encore dans les tuyaux. Comme vous le savez, la France est extrêmement rapide sur la réglementation. Donc on est encore en process avec ce produit-là. Alors, les avantages sont les avantages des biostimulants. J'ai pas mal de confrères ici et en France et dans le monde entier qui travaillent sur cette même thématique. Aujourd'hui, notre différenciation, c'est qu'on travaille à partir des déjections de vers de terre. Donc on a des matières premières gratuites, abondantes, puisqu'on se focalise sur du fumier de cheval, de la résidu de brasserie et du marc de café, donc déchets gratuits, avec un principe d'économie circulaire. Les vers de terre mangent ce déchet et on utilise le lombricompost pour fabriquer nos produits. Donc on a une économie circulaire, une source de matière gratuite abondante, ce qui fait que notre produit est accessible, on a une efficacité visible par l'œil de l'agriculteur et mesurable et surtout répétable. Et encore plus chouette, c'est qu'au niveau marketing, quand vous dites vers de terre à n'importe qui a déjà touché les fleurs de sa vie, il comprend que c'est agronomiquement intéressant. Donc nos produits aujourd'hui sont évidemment, comme ceux de mes confrères, intéressants agronomiquement, mais surtout abordables et simples dans une logique d'agronomie pour l'agriculteur. Alors, on vient juste de finir une levée de fonds d'1 million. Donc, Veragro, avant, il y a 3 mois, on a réussi à mobiliser avec pas mal de concours, de dettes et de subventions environ 1,3 million d'euros, ce qui nous a permis d'avoir notre pilote industriel, nos AMM et 2 ans d'expérimentation en plein champ. Là, on vient de finir une levée de fonds d'1 million en equity et on est en train de titiller le 2e million sur du prêt bancaire et de la subvention. Et presque 3 si Théo se débrouille bien avec la BPI pour des appels à projets dont la dame à l'écran ce matin parlait, puisqu'on est dessus, pour aller vers d'autres produits, pour diversifier nos produits vers le colza, la pomme de terre, la vigne, plus spécifiquement. Alors, vous allez dire, la fourchette est large entre 5 et 10 millions, et je vous l'accorde. Pourquoi 5 ou 10 millions ? L'année dernière, on avait 4 expérimentations avec des potentiels clients, c'est-à-dire des distributeurs, des coopératives ou des négoces. Cette année, on en a 195. Donc on a environ une trentaine de coopératives et négoces qui testent nos produits cette année. Ce qui fait qu'en fonction de la traction en fin d'année dans les mortes saisons, on va pouvoir calculer les capacités de production dont on a besoin et donc de faire une levée de fonds en conséquence pour produire, plutôt fabriquer, une usine et réindustrialiser notre pays et l'Europe grâce aussi à cela. On est assez fiers aussi chez Veragro que nos produits sont 100% Made in France, Made in Normandie, avec des intrants qui viennent majoritairement de France évidemment et de Belgique. Le hasard fait bien les choses. Alors, pour nous aider, donc, on est une équipe assez jeune. On s'est entouré de beaucoup de conseils. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais notamment Hectare, la ferme digitale, mais aussi le village Baïséa, par exemple, ainsi que des advisors de la BPI pour les projets de Deep Tech, puisque nous avons été labellisés Deep Tech. Voilà pour Veragro. Donc, s'il y a des fonds d'investissement dans la salle, restons en contact. Peut-être pas pour demain, mais pour dans 12 à 18 mois. Merci de votre attention et bien sûr, I'm available for your question if you have one. Or two. Bonjour, on s'est croisés un peu tout à l'heure, donc j'en ai déjà posé un certain nombre, mais je reviens quand même moi sur la partie production en fait, parce que vous êtes vachement verticalisé, à ce que j'ai compris, hein, donc de la production du verre jusqu'aux produits finis, liquides, etc.
ça coûte. Enfin, je veux dire, la scalabilité, c'est très capex intensif. Donc, voilà, une question un petit peu là-dessus sur vos modèles de scalabilité avec cette approche capex intensive qui me paraît un peu importante. Et aussi, du coup, risqué. Parce que j'imagine que si, je ne sais pas, vos vers de terre, il y a peut-être des risques, j'en sais rien. Est-ce que peut-être, on parle beaucoup des insectes et des difficultés parfois des insectes dans la production d'insectes. Il suffit que les œufs ne marchent pas pour que la production d'insectes totale soit annulée. Quid de ce risque également de votre côté, qui du coup mettra en péril jusqu'à votre produit fini? Voilà. C'est vrai que la production de lombricompost est la clé de notre activité. C'est notre matière première et les vers de terre sont à la base de notre activité. La chance qu'on a, c'est que les vers de terre sont très très résilients. Ils n'ont pas de maladie connue, enfin ceux qu'on utilise. Ils se reproduisent jusqu'à 500 fois par an. Ils vivent en moyenne 6 à 8 ans. Et quand on les coupe, ça n'en fait pas deux, mais il y a une partie qui reste vivante. Donc ils sont vraiment assez résilients. Donc en fait, on a très peu de chances, à moins du terrorisme animal, d'avoir une perte de nos vers de terre. En plus de ça, on a industrialisé la fabrication de lombricompost, donc indirectement la reproduction de vers de terre, même si on sépare les deux via notre procédé très facilement, donc on ne perd jamais d'eux. Donc tous les jours, on a un peu plus de vers de terre que la veille. C'est pour ça qu'on a commencé avec à peu près 200 000 vers de terre. On a acheté pour 40 000 euros de vers de terre. Aujourd'hui, on estime qu'on a plus de 250 000 euros de valeur. Bon, sur le bilan comptable, ça ne veut rien dire, parce qu'aller vendre des vers de terre après, ça ne marche pas. Mais néanmoins, nos vers de terre, aujourd'hui, ont très peu de risques. Et en plus, ils sont sous bâtiment, hors sol, dans une atmosphère, on va dire, semi-contrôlée. Donc, pas de prédateurs, une température stable, ou globalement stable, 12 mois, avec un apport de nourriture constant et toujours la même nourriture. Donc aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème de perte de vitesse de vers de terre. Pour la scalabilité, aujourd'hui, vous voyez, on a 300 000 litres de production en vitesse de croisière, 1,2 million de litres si on tourne 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec 1,2 million de budget global en 3 ans, sachant qu'il a fallu financer les salaires, les AMM et tout ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un pilote industriel au bas mot à 500 000 euros pour arriver à 1 million de litres. Donc vous voyez, si on lève 5 à 10 millions, si on fait un ratio, il faudra optimiser tout ça au passage, parce qu'aujourd'hui on a fait un peu avec les moyens du bord, mais on arrive quand même à des capacités de production très importantes. Et l'idée, pour aller dans le sens de l'économie circulaire, et je pense de la nouvelle dynamique mondiale, c'est pas de mettre une usine en Normandie et d'arroser les 5 continents, mais plutôt une usine par continent. Donc après, trouver des partenaires pour faire des joint ventures avec les déchets locaux, les vers de terre locaux et les distributeurs locaux, et agriculteurs locaux, bien sûr. Merci Alexandre. Je pense que c'est tout. Une seule question pour moi. On a un peu. Une dernière question, mais pas trop quand même prendre de retard. Donc, merci pour la présentation. C'est toujours l'histoire est toujours sympa. Donc voilà. La question qu'on se pose toujours, c'est sur l'efficacité évidemment des produits finaux, puisque l'histoire, des vers de terre recyclables et tout ça, c'est sympa. Est-ce que vous avez un peu d'éléments à nous donner là-dessus? Et deux, lombricompost, il y en a d'autres qui en font. Dans vos produits, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en plus que vous ajoutez, que vous faites dans votre process? Et est-ce que c'est protégé ou protégeable, ou vous jouez le secret? Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. On a mais c'était la dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On a 2 innovations, la partie production de lombricompost et la partie liquéfaction. La première est brevetée, la deuxième est en cours de brevetage. Donc oui, on a de l'API. Pour le lombricompostage, donc il y a beaucoup d'acteurs qui font du lombricompostage. Parfois, on fait un amalgame entre le lexivia, c'est-à-dire le jus qui coule naturellement et qu'on récupère et qu'on distribue, qui n'a rien à voir avec notre produit, puisque nous, on fait une extraction. Donc vraiment, on sépare la partie solide non soluble de la partie solide soluble. Et on ajoute en effet des intrants, on ajoute 3 catégories d'intrants, en plus du lombricompost, des maximisateurs de séparation des produits solubles, des conservateurs et des produits, on va dire, classiques aux produits manufacturés agricoles. Tout d'origine végétale et tout euro-sourcé. Une question sur les brevets, une question sur les produits et sur l'efficacité. Donc là, on est sur la troisième année en plein champ. Donc on a déjà 2 années avec une répétitivité très importante sur nos résultats. Grosso modo, on est à 30 € de l'hectare au minimum pour une céréale d'application pour l'agriculteur. Et on va jusqu'à 150-200 € pour la pomme de terre et la vigne, qui sont les plus consommatrices, 15 à 20 litres par hectare et par saison. Pour la céréale, on va observer au minimum 3 à 4% de rendement, puisque nous, on s'est focalisé sur le rendement, puisqu'on sait que c'est le nerf de la guerre de l'agriculteur, et je le comprends. Même si on a des thématiques derrière captation d'eau et aussi réduction d'azote, pas suppression d'azote synthèse, mais vraiment maximisation, optimisation, réduction.
Et donc on a de 3 à 4% pour la céréale et on va jusqu'à 15 à 20% colza, vigne, pommes de terre. Donc par exemple l'année dernière, des agriculteurs à l'échelle de l'hectare, je vous parle, donc sur une dizaine d'hectares, on sait que l'année dernière la pomme de terre en France n'a pas été terrible, néanmoins ils ont mis pour 200 € de produit, ils ont eu entre 1500 et 2000 € de gain pour les agriculteurs qui ont testé. Et le colza, on avait 200 € de gain, coût déduit du produit aussi. Donc on est vraiment sur une thématique rendement, répétable, et aujourd'hui on a un distributeur en France. Donc on est sur une première année de commercialisation, et je termine, excuse-moi Pierre. On a eu nos AMM janvier, février, mars, et aujourd'hui on a un distributeur qui s'est engagé pour distribuer 30 000 litres de nos produits. Donc on a nos AMM depuis pas longtemps, une capacité de prod à peine opérationnelle depuis le début d'année, et on est déjà en train de livrer, d'où l'absence de mon troisième comparse. Merci beaucoup à vous tous. Donc,